Voilà, on l'apprend en direct, hein, Patrice, c'est très impressionnant parce qu'il y avait un réel enjeu, une vraie incertitude jusqu'aux dernières minutes. On s'est demandé si Cédric Jubilard allait être acquitté. Il est condamné. Il y a un gros soupir visiblement de soulagement dans la salle. C'est ma consoeur Noémie Schulz qui est sur place en ce moment à Albi qui nous raconte ça de la part des parties civiles. Voilà, nul doute que ça va poser encore plein de questions, que probablement qu'il y aura un deuxième procès, un appel, mais c'est cette information essentielle qu'il faut retenir. Cédric Jubilard est reconnu coupable du meurtre de sa femme Delphine après près de 5 ans d'enquête, après un procès qui a duré 4 semaines, un procès où la défense a dit qu'il y avait des doutes, que l'enquête avait été peut-être à des moments malmenée, et peut-être qu'ils ont eu raison, mais en tout cas, sur les faits, sur les preuves, les jurés ont reconnu ces preuves, ont identifié ces preuves comme Cédric Jubilard coupable. Alors, vous employez le terme de preuve. Le fait est que dans cette affaire, il n'y a pas de preuve irréfutable. Pas de cadavre non plus. Alors, je sais bien qu'on dit qu'il ne faut pas commenter une décision de justice, mais enfin, on peut quand même réagir par rapport à ce qu'on vient d'entendre. Maître Novakovic, j'ai eu le sentiment que vous étiez surprise ou que vous aviez peut-être quelque chose à dire par rapport à ce verdict. Oui, je trouve ce verdict extrêmement sévère. Et en l'occurrence, c'était tout ou rien, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Il allait c'est ça le problème. Tout ou rien. Parce que j'ai déjà défendu des clients où c'était tout ou rien aussi. Et pourtant, il y avait réquisition 30 ans et ils prenaient la moitié. Donc, ce que je veux dire, c'est que là, vraiment, la réquisition veut dire que, véritablement, les jurés étaient convaincus que tous les éléments, tous les indices qui ont été donnés et qui ont été mis sur la table, eh bien, sont devenus un vrai verdict et c'est constitué des preuves, une preuve ultime. Donc, nous n'étions pas présents au procès. En tout cas, en ce qui me concerne, je n'étais pas présent. Donc, forcément, je ne peux pas donner un avis totalement réel sur le pourquoi des 30 ans. Mais par contre, moi qui ai suivi le procès quand même comme tout le monde, comme tout un chacun, je trouve que ces 30 ans sont très surprenants, parce que j'ai trouvé que la presse était quand même plutôt du côté de l'acquittement. J'avais senti que la presse se posait véritablement cette question. En même temps, c'est pas la presse qui décide. Non, c'est pas ça. Mais quand même, ça veut dire que c'est l'opinion. C'est-à-dire que si les jurés étaient sous cette influence, donc ils n'ont pas été influencés par tout ce qu'ils ont lu. Et pourtant, la présomption d'innocence est ressortie à de nombreuses reprises. Précisément, Clémentine Thiébaut, lorsqu'on est juré aux assises, dans quelle mesure, dans quelle proportion est-on, hermétique à ce qui se dit à l'extérieur? Est-ce qu'on vous dit « je vous interdis de lire les journaux », mais est-ce que vous les lisez quand même Déjà, en fait, il y a quand même une grosse différence en fonction de l'affaire dans laquelle vous êtes, pour laquelle vous êtes jugé. Oui, il y a plus ou moins de presse. Il y a des affaires, aux assises, il y a aussi... La presse locale, elle en parle en général. Oui, la presse locale en parle. On vous conseille a priori plutôt de ne pas trop... Mais en fait, tout le monde achète le journal Je sais pas, et puis surtout, je sais pas en fait tellement. Alors, vous avez effectivement l'interdiction d'en parler à l'extérieur de l'enceinte du tribunal pendant le déroulé du procès. Mais en revanche, je ne sais pas, effectivement, sur un procès qui n'est pas médiatisé au-delà d'un champ régional. Mais attendez, vous lisiez ou pas le journal sur votre affaire? Non. Vous le lisiez pas? Non. Du tout? Non. Je suis admiratif de votre manque de curiosité. Je suis admiratif qu'aux États-Unis, on sait que c'est interdit, mais en France, malheureusement, c'est totalement... ça n'est pas hermétique. Alors, nous avons l'information, mais nous n'avons pas l'ambiance dans laquelle cette information a été accueillie dans la salle. Pour cela, nous avons une envoyée spéciale, c'est Noémie Schulz. Bonjour, Noémie. Que pouvez-vous nous raconter des conditions dans lesquelles ce verdict a été rendu et quelles ont été les réactions des personnes présentes sur place? Écoutez, le verdict a été rendu il y a quelques minutes à peine. La présidente de la cour d'assises a indiqué que Cédric Jubilard avait été reconnu coupable de meurtre sur Delphine Ossaguel et que celle-ci était son épouse. Il est donc condamné à une peine de 30 ans de prison. La présidente n'a donné aucune raison, aucune motivation de ce verdict. Bien sûr, il faudra qu'elle a rédigé la feuille de motivation et il arrive que des présidents de cour d'assises donnent que quelques éléments de compréhension au moment de l'énoncé du verdict.
verdict, ça n'a pas été le cas. Donc ça a été extrêmement rapide. Depuis le box, Cédric Jubilard qui s'était levé, ses 2 avocats debout également devant lui, a acquiescé, a fait oui de la tête en écoutant la présidente lui indiquer qu'il dépose un délai de 10 jours pour faire appel. Il est rapidement sorti du box, escorté bien sûr par les policiers. Ses avocats très émus, on a senti vraiment l'abattement, de la tristesse même chez les avocats de Cédric Jubilard. Et puis dans cette salle d'audience qui était absolument pleine à craquer, beaucoup de journalistes, mais également beaucoup de proches de Delphine Ossaguel avaient pris place sur les premiers rangs de cette salle d'audience. Eh bien, une très grande émotion. L'oncle de Delphine a fait un malaise. Il a perdu connaissance quelques instants après que la cour ne se retire, ne quitte la salle d'audience. Des amis de Delphine, l'une d'entre elles qui est enceinte, était également en larmes. Beaucoup donc de parties civiles extrêmement émues. On le sait jusqu'au bout. Il y avait une très grande incertitude sur le verdict, sur la décision qui serait rendu aujourd'hui. Il suffisait de 3 jurés, 3 des 9 personnes qui composent ce jury, les 3 magistrats et les 6 jurés populaires. Il en suffisait de 3 qui aient un doute sur la culpabilité pour que Cédric Jubilard soit acquitté. Ça n'a pas été le cas. Il a été condamné à la majorité de 7 voix ou plus. La présidente ne précise pas combien de personnes ont voté pour sa culpabilité. Elle dit qu'il y a eu au moins 7 voix en faveur donc de sa condamnation. Cédric Jubilard qui va donc repartir en prison, qui va très certainement faire appel de ce verdict. Et cela veut donc dire qu'il y aura un nouveau procès d'ici quelques mois, dans un délai sans doute de 1 à 2 ans, cette fois-ci à Toulouse. Noémie Schulz en direct d'Albi, devant la cour d'assises du Tarn. Vous avez entendu ce qu'a dit Noémie. Au moins 7 voix. Est-ce qu'on saura si c'est 7, 8 ou 9 ? De toute façon, c'est pas 3 voix. Il aurait fallu 3 voix pour l'acquittement. C'est pas grand-chose finalement quand on y pense. C'est un tiers, 2 tiers, quoi, en gros. C'est ça, ça veut dire que de toute façon, il y a peut-être eu 1 ou 2 voix qui étaient. Mais on saura le détail ou pas ? On ne saura pas. Ah, ça reste. C'est même pas dans les archives de la justice. Voilà, c'est au moins cette voix. Voilà, on ne peut pas le savoir. On ne peut pas le savoir. Même des années après ? Même des années après. Il n'y a pas de déclassification de ce type d'archives. On ne saura pas. Par contre, ce qui est intéressant de savoir, et c'est que pour la défense, c'est quand même encore plus difficile, parce que c'est une réforme, en fait, qui est intervenue en 2022, qui permet désormais de dire qu'avec 3 voix, on peut obtenir acquittement. Mais en appel, il y a eu un oubli de réforme. Donc, il n'y a pas de réforme en appel. En appel, il faut 5 voix pour avoir l'acquittement. Sur les 9. C'est plus difficile. Sur les 12, cette fois-ci, on appelle. Mais 5 voix, et il aurait fallu 4 si on avait été jusqu'au bout de la réforme. Alors, vous souhaitez intervenir, Valentin ? Oui, je voulais revenir sur cette peine de 30 ans, parce qu'on disait tout à l'heure qu'elle était surprenante. Vous disiez, maître, moi, elle me choque. Cette peine de 30 ans, elle est aussi le résultat du comportement de Cédric Jubilard à l'audience, qui n'a pas été capable, du début à la fin de son procès, Noémie et moi l'avons suivi en intégralité pour France Info, de donner un début de réponse sur ce qu'il s'était passé la nuit de la disparition de sa femme, la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Il s'est embourbé dans les contradictions dès le début de son interrogatoire sur le fond. Il n'a pas apporté un récit précis de cette nuit fatidique. Il s'est contenté de réponses lapidaires. Je ne sais pas, je me rappelle plus. Oui, peut-être, tout à fait. Je veux dire, il n'a pas eu le comportement qu'on attendait de lui. Et d'ailleurs, une avocate de partie civile avait dit qu'il avait été incapable de vivre il avait été dans une incapacité de vivre son propre procès. Cette peine aussi, c'est ce non-chemin qu'il a fait vers la vérité. Moi, je le comprends comme ça. On le condamne à une peine, en effet, très lourde. 30 ans, c'est énorme. Il faudra voir s'il y a une sûreté. Je ne doute pas qu'il y ait une période de sûreté qui va être accolée à cette peine. Mais cette peine, elle est impressionnante parce qu'aussi, si Cédric Jubilard avait peut-être donné des éléments d'explication, pas forcément des aveux, mais en tout cas, et s'était senti un peu plus concerné, peut-être qu'il y aurait peut-être un peu plus de clémence de la part de la Cour. Parce que moi, pardonnez-moi, mais je fais juste un effet miroir avec un dossier que j'ai plaidé il n'y a pas si longtemps que ça. Et moi, il y avait, sur la scène de crime, il y avait l'ADN de mon client. Il a été acquitté. Et ce que je veux dire, c'est que c'est pour dire à quel point c'est étonnant, avec cette réforme, qu'il n'y ait pas eu d'acquittement, en fait. Mais je ne parle pas de jugement de valeur. Je ne dis pas c'est bien ou c'est pas bien. Je n'étais pas au procès. Évidemment, ce que vous venez de dire, absolument. J'imagine que tout ce qui se passe au procès, ça joue. Et tout ça, ça joue. Et c'est pour ça qu'on est arrivé à 30 ans. Et on l'apprend, à l'instant, les avocats... Je vous interromps, effectivement. Je vous interromps parce que les avocats s'expriment. 30 ans à la hauteur, j'ai envie de dire, de l'absence d'aveu et l'absence de corps.
Donc c'est important, c'est un moment important et on a enfin des parties civiles qui ont pu exprimer leurs émotions. C'est un soulagement pour beaucoup d'entre elles, je tiens à le dire. On les a vues d'ailleurs très émues. Oui, c'est la première fois que je vois certaines personnes craquer. Voilà. Ils avaient peur, c'était lourd, ils n'ont jamais manifesté leurs émotions et là ça lâche et c'est bon signe, c'est sain. Merci beaucoup. Même question, mais Maître Boguet. Effectivement, on va pouvoir donner une histoire, raconter aux enfants ce qui s'est passé. Alors c'est une histoire qui va être racontée à nos jeunes clients, mais c'est une histoire que la justice adresse également à Cédric Jubilard au terme d'un verdict de condamnation assorti d'une peine lourde en termes de sanctions, qui rétribue à la fois les agissements qui lui étaient reprochés, mais surtout son attitude tout au long de l'instruction et dans le cadre du procès. Il lui appartient maintenant d'en prendre acte, d'en tirer les conséquences. Il aura évidemment la possibilité d'interjeter appel de cette décision, mais je l'invite d'ores et déjà à en tirer les conséquences et nous indiquer où il a dissimulé la dépouille de sa femme, de manière à ce que nous puissions la restituer légitimement aux enfants qui la réclament depuis maintenant plus de 5 ans. La justice dit aussi quelque chose d'important. Au-delà du fait qu'il l'a tuée, Delphine n'a pas disparu, elle est morte. Delphine a été tuée. Elle a été tuée des mains de son mari, Cédric Jubilard, et moyennant quoi, il faut en tirer une fois encore les conséquences. C'est-à-dire que s'il est reconnu coupable de sa disparition, il est également reconnu coupable de la dissimulation de sa dépouille. Est-ce que vous espérez sincèrement que le verdict puisse créer un électrochoc chez les et cette puisse provoquer un effet? On espère en tout cas. On espère qu'il évolue. On est toujours dans l'attente, comme dit Maître Boguet, d'une dépouille. Donc le temps va passer. Ce serait bien qu'on ait une remise en question de la conscience par rapport à ces enfants. Une dépouille, c'est important. Une dépouille pour un deuil, une dépouille pour avancer dans sa vie. Aujourd'hui, ils sont privés de cela, ces enfants, encore. Donc cette peine est à la hauteur de cette absence de dépouille. On vous remercie beaucoup. Merci. Voilà, vous venez d'entendre les avocats des enfants Jubilard et on va faire un aller-retour parce qu'on va retourner à Albi, retrouver notre envoyée spéciale Noémie Schulz. Noémie, tout à l'heure, Valentine Arama, ici présente, évoquait la possibilité pour Cédric Jubilard de faire appel. Ça fait 5 ans qu'elles sont endeuillées. L'avocat des parties civiles, privées de corps, privées de sépulture, privées de tombes, privées de la vérité. Aujourd'hui, c'est la vérité qui a gagné sur le mensonge. Ça fait 4 ans et demi, bientôt 5 ans, qu'on s'égosille à dire que ce dossier n'est pas vide, que ce dossier, il y a des preuves, que ce dossier, il y a des indices, que ce dossier, il y a une scène de crime et que s'il y a une scène de crime, il y a un criminel. Aujourd'hui, c'est le soulagement pour un nombre de parties civiles incalculable. J'ai actuellement l'un de mes clients qui est sur une civière parce que la pression est retombée, parce que c'est compliqué d'assumer, d'absorber toute cette émotion. Et donc, c'est une satisfaction. Non pas que l'on se satisfasse qu'un homme soit en prison, mais on se satisfait au moins que la vérité ait pu émerger. Et cette vérité, elle est importante. Ça fait 5 ans qu'on l'attend, ça fait 5 ans qu'on la souhaite, ça fait 5 ans qu'on la hurle, et ça fait 5 ans qu'on nous dit que ce dossier est vide. Donc, aujourd'hui, mes clients vont pouvoir avancer. Ça va être encore très compliqué parce que même si on a une vérité judiciaire aujourd'hui qui est établie, on n'a toujours pas Delphine. Delphine ne reviendra pas. Delphine est morte dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Elle a été tuée par son mari, Cédric Jubilard, qui nous prive encore aujourd'hui du corps de Delphine. Merci. Merci beaucoup. C'est parfait, c'est parfait. Voilà, là, c'était l'avocat des parties civiles qui s'exprimait. Donc, je disais que Valentine Arama a évoqué la possibilité pour la famille, pour Cédric Jubilard, de faire appel. Est-ce que c'est déjà le cas, Noémie Schulz ? Écoutez, je pense que d'ici quelques secondes, vous allez voir arriver les avocats de Cédric Jubilard qui sont en ce moment en haut des marches dans ce palais de justice qui se situe dans mon dos. Vous les apercevez peut-être sur ces images. Ils vont donc d'ici quelques instants descendre, prendre la parole et annoncer qu'ils font appel. Honnêtement, il n'y a aucun suspense. Cédric Jubilard clame son innocence. Il dit qu'il n'a absolument rien à voir avec la disparition de son épouse et donc c'est sans surprise qu'il va interjeter appel de cette condamnation.
Un mot peut-être sur les premiers avocats à prendre la parole, Laurent Boguet, Malika Chmani, les avocats des enfants de Cédric et Delphine Jubilard, à la fois les grands absents, ils n'étaient pas physiquement présents dans cette salle d'audience et on le comprend. Noémie, je vous interromps parce que les avocats de Cédric Jubilard s'expriment. Ça a été violent d'entendre ça. Pardon. Ben oui, mais attends, vous êtes sur la tête, vous êtes au-dessus. Allez-y, maître. Oui, ça a été violent surtout pour notre client. Voilà, nous respectons la décision du jury populaire. La cour d'assises populaire, nous ne l'avons jamais contestée dans son principe. Effectivement, nous sommes déçus, mais nous savions que quoi qu'il arrive, de toute façon, il y aurait un deuxième combat et nous allons nous remettre au travail pour préparer cet appel. Vous nous dites ce soir que vous faites appel ? Maître Franck, vous êtes prêt pour cet appel aussi? C'est important pour vous? Vous continuez à vous battre? Oui, comme le disait Alexandre, nous savions de toute façon qu'il y aurait un appel. Nous savions que cette affaire ne trouverait pas une issue définitive aujourd'hui. Donc nous allons continuer. Nous continuerons. Cet homme continuera à clamer son innocence et nous espérons que de futurs jurés y croiront. Comment il a réagi? 30 ans vient de s'abattre sur sa tête. Comment il a réagi? Il réagit comme un homme abattu. Vous imaginez bien, est-ce vraiment nécessaire de décrire comment il a réagi? Je crois que personne ne peut se mettre à sa place. On essaye tous, mais on n'y arrive pas. Et évidemment, il réagit comme quelqu'un qui est abattu, mais qui a cette lueur aussi de se dire que tout n'est pas définitif et que peut-être en appel, un autre jury populaire pensera autrement. Merci beaucoup, maître. Merci. Voilà, vous venez d'entendre l'une des avocates de Cédric Jubilard. Appel. Alors là, c'est quoi les délais là? Ah bon, en général, c'est 1 an. 1 an? Voilà, il faut compter 1 an. Et l'appel, il y a 12 jurés. Donc 12 jurés, c'est plus, et donc plus de voix. Il faut plus de voix pour obtenir l'acquittement. Donc 5 voix en appel, une fois de plus, parce que la réforme de 2022... 5 voix qui... Eh bien, il faut 5 voix qui disent non, il est non coupable. Donc, à partir du moment où il y a 5 voix qui disent il est non coupable, eh bien, il y a l'acquittement. Pour avoir l'acquittement, il faut 5 voix. C'est beaucoup plus qu'en première instance. Alors, vous allez me dire, parce qu'il y a 9 jurés en première instance, sauf que la réforme a oublié de faire la réforme en appel. Voilà. Et sur les 12, il y aura 3 magistrats toujours ou plus de magistrats? 3 magistrats. 3 magistrats et 9 citoyens, hommes ou femmes. Là, en l'occurrence, il y avait 4 hommes et 2 femmes. Tout à fait. Oui. Ce qu'il faut noter aussi, c'est 1 an dans le délai d'appel. Passé ce 1 an, il peut y avoir 6 mois ça peut être prolongé de 6 mois. Mais au-delà de ce délai, si Cédric Jubilard n'est pas rejugé dans ce délai, alors il sera automatiquement remis en liberté. C'est important de le noter parce qu'aujourd'hui, il était au bout de sa détention provisoire. Cette condamnation, bien sûr, fait qu'il va rester en détention. Il va rester a priori, pour l'instant, dans la prison de Seyss à Toulouse où il est incarcéré pour l'instant. Mais il pouvait faire, s'il était acquitté, il sortait libre. Si le parquet faisait appel, il pouvait faire des demandes de remise en liberté. Mais là, la question ne se pose plus. Alors, question entre aujourd'hui, date de sa condamnation, et le procès en appel. Est-ce que l'enquête peut s'enrichir ou elle a été bouclée et il n'y aura rien de plus? Alors, l'instruction est close. En revanche, si un nouvel élément venait se rajouter, par exemple, si on découvrait un corps, ça pourrait être de nature à soulever un doute. Donc, il pourrait y avoir un supplément d'informations. Enfin, je parle sous le contrôle de Maître Novakovic, mais ça pourrait être de nature, en effet, à reprendre des investigations. En l'absence d'éléments nouveaux, il y aura un nouveau procès en appel, comme avec l'enquête qui est en état, c'est-à-dire depuis sa clôture d'instruction, avec l'ordonnance de mise en accusation qui avait été rendue par les juges d'instruction avant ce procès de première instance. Et si d'aventure il y avait un élément nouveau, est-ce que ce serait un nouveau procès ou cet élément nouveau serait traité en appel? Il sera traité en appel, il peut même être traité plus avant, si jamais vraiment c'est un élément nouveau, comme par exemple la découverte du corps, par exemple, c'est vraiment ce que tout le monde espère. Mais il est évident que là, on n'est pas dans une révision de procès, puisqu'en fait, tout se revoit, tous les éléments qui ont été vus maintenant seront revus en appel, et tout élément nouveau est bon à prendre, bien sûr. Des expertises complémentaires peuvent être ordonnées sur la demande de la défense, sur la demande de la partie civile, tout est possible en appel.
Je voudrais qu'on retourne à Albi, retrouver notre envoyée spéciale Noémie Schulz. Noémie, j'ai presque envie de vous demander un sentiment personnel après des semaines, des mois à travailler sur cette affaire, des semaines à suivre ce procès. Tout à coup, on passe d'un trop-plein d'émotions, d'un trop-plein d'informations à plus rien. Il faut débarrasser le plancher. Comment on vit cette espèce de vide, en quelque sorte? Alors, si vous pensez aux proches de Delphine Jubillar, c'est très clairement ce qu'on a vu dans cette salle d'audience. On a vu des personnes qui, pendant tout le procès, étaient dans la retenue, qui ne manifestaient pas d'émotion, qui n'ont jamais fait part d'une colère particulière et qui, là, clairement, au moment où ils entendent ces mots, Cédric Jubillar est coupable, il est condamné à 30 ans de prison, se sont effondrés. Parce qu'effectivement, c'est l'aboutissement d'une enquête qui a commencé il y a presque 5 ans. C'est l'aboutissement de 5 années d'incertitude. Aujourd'hui, la justice vient dire non, Delphine n'a pas disparu, Delphine est morte, Delphine a été tuée et c'est son mari, Cédric Jubillar, qui l'a tuée. La justice vient dire on ne peut pas vous dire où est le corps, mais on peut vous dire pourquoi Delphine Jubillar a disparu dans la nuit du 15 au 16 décembre. Donc évidemment, on passe d'une attente à une réponse et c'est quelque chose à la fois qui procure sans doute un très grand soulagement, mais de très fort et de très violent aussi. On vient aussi dire, la justice vient aussi dire aujourd'hui à des enfants, et c'est ce que l'avocate de Cédric Jubillar avait plaidé, on vient leur dire que maman n'est pas là et que c'est à cause de papa. Voilà ce que vient de dire la justice et tout cela, eh bien, on comprend, ça crée beaucoup d'émotions. Si votre question s'adressait à moi en tant que journaliste et à Valentine aussi, puisque nous avons couvert toutes les deux ce procès, c'est évidemment toujours un moment très émouvant. Moi, j'ai toujours une boule au ventre en attendant le verdict. Quel que soit le procès, quand vous êtes ces minutes qui précèdent le verdict, vous êtes assis dans cette salle, cette cour d'assises, c'est très solennel. Nous étions serrés les uns contre les autres, la salle était remplie, pleine à craquer. L'accusé entre dans le box. On imagine ce que cela représente pour lui, tous ces regards qui se portent sur lui. Peu importe ce que l'on pense de Cédric Jubillar, il faut imaginer ce que c'est que ce moment où votre vie bascule d'un côté ou de l'autre. Cédric Jubillar qui croyait peut-être, qui espérait sans doute en tout cas, que ce soir il aurait pu être libre, ça n'est pas le cas. Et donc c'est toujours un moment très fort, très émouvant que nous avons vécu. J'ai envie de dire que nous avons aussi la chance de vivre en tant que journaliste judiciaire, d'assister à ces moments-là et que nous nous devons donc de raconter et de faire vivre ensuite pour toutes les personnes qui n'y assistent pas. La justice est rendue au nom du peuple français et c'est ce qui s'est passé avec ce verdict rendu par cette cour d'assises, 3 magistrats et 6 jurés populaires. Noémie Schulz en direct d'Albi. Alors la question, elle vaut évidemment pour les parties civiles, elle vaut évidemment pour l'accusé, mais elle vaut évidemment pour les avocats. Ah oui. Et elle vaut aussi, dans votre cas, Clémentine Thiébaut, pour les jurés, parce que vous aussi, j'imagine que ça vous a habité pendant, alors peut-être un petit peu moins longtemps, en l'occurrence là, je crois que votre procès avait duré, le procès dont vous avez été juré, vous n'avez rien à vous reprocher, a duré, je crois, une semaine, mais oui. On vit, on dort, on mange, on pense procès pendant 7 jours d'affilée, là. Bien sûr. Bah oui, je pense que c'est effectivement la question que vous posiez. Là, tout d'un coup, tout s'arrête et puis surtout, les questions qui sont autour de ça. Ce que disait l'avocat des parties civiles, c'est une vérité judiciaire qui vient d'être donnée. Et je trouve cette notion est très importante. C'est-à-dire qu'à la fois, on a une réponse, la justice a apporté une réponse qui est celle qui est donnée là aujourd'hui, alors qui est peut-être susceptible de changer, puisque s'il y a un appel, il y a une autre réponse qui peut être apportée à ça. Mais c'est la vérité judiciaire n'est pas forcément la vérité absolue, en fait. Il y a des choses on ne saura jamais, puisqu'il y a des éléments dans cette enquête, et puis il y en a d'autres, dans cette affaire, où c'est le cas. Là, par exemple, il n'y a pas de corps, on ne sait pas. Et c'est comment doit s'articuler cette vérité entre la vie de chacun
et les preuves et les éléments objectifs qui sont apportés. Attention quand même, hein, la vérité judiciaire, c'est la vérité. Enfin, je veux dire, oui, non, mais bien sûr. C'est pas Cédric Jubilard n'a pas tué sa femme et donc peut-on la condamner. Enfin, je veux dire, c'est quand même. La vérité judiciaire devient la vérité. Oui, mais ça veut dire aussi qu'il reste des zones lacunaires. Une question limite philosophique. Hein. Voilà. Mais il y a une dimension philosophique et morale dans toutes ces affaires-là, quoi, dans cette question de justice. Et je disais, la question vaut aussi pour vous, Maître Novakovic, parce que on se dit parfois les avocats, ils passent d'un dossier à l'autre. Non, pas du tout. Dans de tels procès, et un procès d'assises particulièrement, pour un avocat d'être face à un acquittement, c'est un moment d'immense bonheur, comme un accouchement, si je puis dire. C'est vraiment un bonheur. Et puis, un échec comme celui-là, parce que c'est un échec 30 ans, c'est terrible pour l'avocat. Parce que, regardez, ces avocats, pendant 4 semaines, se sont investis. Parce que quand on est assise, on donne tout. On donne tout pour le client, on donne tout pour la vérité. Pour sa vérité, ce qu'on estime être la vérité, à savoir l'acquittement et le devoir de libérer son client, parce qu'on estime qu'il y a une présomption d'innocence qui doit prévaloir dans le procès. Et on se dit d'un seul coup, en tant qu'avocat, et on ne peut pas s'empêcher, quand on est avocat, d'y penser, de se dire, mince, la présomption d'innocence est importante. Il faut que ce pays comprenne que le doute doit bénéficier à l'accusé. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de doute dans l'esprit des jurés. Ça veut dire qu'effectivement, les faisceaux d'indices n'étaient plus des faisceaux d'indices, mais devenus des vérités judiciaires, parce que les éléments étaient suffisamment forts pour considérer qu'il n'y avait plus moyen d'avoir un doute. C'est ça qui fait qu'il y a eu ce verdict extrêmement sévère. Mais forcément, on a forcément une pensée pour les avocats de la partie civile qui vivent une vraie victoire. Et là, ils vont faire la fête ce soir, mais être très fatigués pendant quelques jours. Et les avocats de la défense, ils vont être épuisés et surtout moralement très épuisés. C'est extrêmement difficile pour un avocat. Alors, les avocats de la partie civile, c'est une victoire, cette condamnation pour eux. C'est ce qu'ils rappelaient néanmoins quand même. Il n'y a toujours pas de dépouille de Delphine Jubilard. Et de ce point de vue-là, en effet, il reste beaucoup d'incertitudes. Et on ne peut pas se réjouir. Bien sûr, un homme a été condamné et justice a été rendue, mais on ne peut pas se réjouir de cela dans le sens où, aujourd'hui, il y a quand même 2 enfants qui ont perdu leur mère. J'entends. Là, je parle de l'avocat. Je parle de la psychologie de l'avocat. Je ne pense pas que, pour bien connaître Maître Boguet et Maître Chmani, je ne pense pas qu'ils vont se réjouir. Bien sûr. Non, mais quand je dis la réjouissance de ce qu'ils estiment être une victoire, c'est qu'ils voulaient absolument une condamnation. Je parle professionnellement parlant, bien sûr, et non du fond. On ne parle pas du fond, là, on parle que de la position de l'avocat. Et sans préjuger de ce qui se passera en appel, et sans préjuger de ce que sont les relations intimes des avocats avec Cédric Jubilard, en tout cas celles auxquelles nous n'avons pas accès, leurs discussions, qu'est-ce qui se passe une fois que le client a été condamné? J'imagine que même après l'appel, l'avocat reste en contact d'une manière ou d'une autre avec ce client. Si oui, quel peut être le rôle des avocats de Cédric Jubilard si la condamnation est confirmée en appel? Aller le voir pour le soutenir moralement ou éventuellement aller le voir pour l'inciter peut-être à parler plus qu'il ne l'a fait s'il pense qu'il est coupable? Et si oui, est-ce qu'il peut de cette manière obtenir ce que j'appellerais une remise de peine, puisque là, il a pris 30 ans. Alors, le rôle de l'avocat, c'est déjà de soutenir son client, parce qu'il est dans la peine, dans la souffrance. Et l'avocat, quand il le défend comme ça, j'imagine que ces avocats étaient absolument convaincus de son innocence. J'en suis persuadée. Donc, si vous voulez, pour eux, c'est un soutien de leur client jusqu'au bout et jusqu'à l'appel. Et après l'appel, si jamais il était condamné de nouveau, eh bien, c'est de dire au client, écoutez, à tout moment, il peut y avoir un élément nouveau qui peut-être nous permettra de saisir la cour de révision, parce que sachez que quand une décision est définitive, eh bien, on peut maintenant, et la loi du 20 mars 2014 le permet, on peut ressaisir le juge pour la cour de révision pour demander la révision d'un procès en cas d'éléments nouveaux. C'est la raison pour laquelle un procès n'est jamais terminé quand les avocats sont convaincus de l'innocence d'un client. Mais, Maître Novakovic, je poursuis mon raisonnement. Imaginons que vous ayez un client qui prend 20, 30 ans, vous savez qu'il est coupable. Une fois qu'il a pris 20 ou 30 ans, est-ce que vous allez le voir pour lui dire, écoute, si tu donnais des informations supplémentaires, si grâce à toi on pouvait retrouver le corps, peut-être que je pourrais plaider. Est-ce que c'est possible ça? Plaider pour que tu aies une remise, que tu fasses 18 ans au lieu de 20 ou... Alors, sauf si l'avocat est convaincu de l'innocence de son client, il ne va pas se poser la question. Par contre, s'il se pose la question et si véritablement il y a des éléments qui pourraient le démontrer, l'avocat, bien sûr, dans le secret de la discussion avec son client, peut très bien
essayer de lui soutirer la vérité, de dire voilà, maintenant dites-moi la vérité, parce que peut-être que je vais mieux vous aider si vous dites la vérité, que des éléments nous permettront d'obtenir, bien sûr, une peine bien moindre que celle-ci. Ça, c'est sûr que l'avocat a un rôle à jouer en fonction du dossier, de la teneur du dossier. Mais c'est plaidable, c'est ça que je veux dire. Bien sûr que c'est plaidable, tout est plaidable en fait. Tout est plaidable pour obtenir une diminution de la peine quand on estime que cette peine est trop lourde. La médiatisation du procès, 300 journalistes, j'imagine que vous n'avez pas fait 150 des procès de ce genre. Valentine Arama, qu'est-ce que ça vous a inspiré? Est-ce que vous avez eu l'impression que tout cela, au fond, c'était bon pour la démocratie, bon pour le fonctionnement de notre société, bon pour l'information, ou que d'une certaine manière, tout en étant journaliste, vous vous disiez ça peut parasiter les débats? Et ce sera intéressant d'avoir aussi votre avis d'avocate, Maître Novakovic. Alors, il y a plusieurs choses, parce que cette affaire, elle a été très médiatisée depuis le début. Donc, il n'y a pas que le procès. Il y a tout ce qui vient avant. Et on arrive justement à un procès où presque l'enquête est un livre ouvert, où tout le monde a pu devenir acteur du dossier, avoir un avis, etc. Donc, en quelque sorte, oui, bien sûr que ça peut polluer. Il faut savoir après ce qu'on a envie d'en raconter et dans quelle mesure on fait son travail avec déontologie, etc. Sur ce procès, cette médiatisation, elle a été rappelée presque tous les jours à l'occasion des débats, que ce soit des deux côtés de la barre, que ce soit en défense, que ce soit les avocats généraux, que ce soit les parties civiles. Parce que oui, ça a nécessairement des conséquences. Après, cette affaire, elle a passionné. Pourquoi? Parce qu'on arrive, elle intervient peu de temps après la condamnation de Jonathan Daval pour le meurtre de sa femme. La focale a changé. On n'est plus du tout dans le même rapport sur les violences faites aux femmes. Je pense qu'il y a un intérêt accru de la société et c'est une bonne chose qu'on se rende compte parce qu'aujourd'hui, et d'ailleurs c'est intéressant, on peut officiellement parler de féminicide à l'heure où on se parle. C'était pas le cas avant, avant que Cédric Jubillar ne soit condamné pour meurtre sur conjoint. On ne pouvait pas savoir s'il était donc l'auteur du meurtre de sa femme et on pouvait difficilement parler de féminicide. C'est le cas désormais. Et sur le point de la médiatisation, eh bien, oui, on s'en est plaint à certains moments des deux côtés de la barre, mais il faut aussi se rendre compte que c'est peut-être une bonne chose qu'on s'intéresse aussi au sort des femmes aujourd'hui. Quand une femme disparaît, on a envie de savoir pourquoi. Et puis, il y avait tout le mystère quand aussi. un homme disparaît, on a aussi envie de savoir bien pourquoi. Bien sûr, tout à fait. Non, mais en l'occurrence, parce que c'était un enfant, une femme. Non, bien sûr, évidemment. Mais effectivement, les féminicides sont en augmentation. Voilà, et ce qui est intéressant là-dessus, c'est qu'il y a aussi tout le mystère, parce qu'on est à l'époque en 2020, mais l'enquête dure jusqu'en 2024. Comment ça se fait qu'on ne retrouve pas cette femme avec les moyens techniques qu'on a aujourd'hui? Ça a posé en fait des milliers de questions et c'est vrai qu'on était tous tenus en haleine et puis après il y avait cette personnalité de Cédric Jubillar qui ne nous a pas déçus au cours des débats, qui a, je pense, contribué à cette médiatisation. Justement, je voulais avoir votre sentiment, éventuellement confronter les points de vue parce qu'il est possible que vous n'ayez pas le même. Moi j'ai cru comprendre que ce Cédric Jubillar par moments narguer un petit peu la cour, en étant un petit peu lapidaire, en étant laconique. Mais il y a aussi la réalité des personnes qui sont en délicatesse avec l'élocution. On n'a pas affaire à un intellectuel, c'est pas quelqu'un qui a l'habitude de parler en public. Où est la vérité par rapport à ça? Et votre sentiment, vous qui avez été à l'audience, et votre sentiment aussi en tant qu'avocate, qui avez l'habitude de côtoyer des clients qui parfois ne sont pas forcément de grands intellectuels, on va dire. Et malheureusement, souvent, on a le délit de sale gueule. C'est qu'en fait, c'est vraiment le terme qu'on emploie. C'est d'ailleurs ce qu'on dit les avocats. On ne juge pas un sale type, parce qu'il avait des choses à se reprocher sur le plan personnel de comportement, mais on cherche le coupable. Mais oui, ouais. Et on peut avoir un a priori aussi, parce que peut-être qu'il est pas très sympathique, pas très jovial, pas très souriant. Oui, il y a des gens bourrus et innocents. Et voilà, ça n'empêche pas qu'il puisse être innocent, mais des fois, ça peut être un a priori très négatif dès le départ. Alors heureusement, ces avocats rattrapaient le coup de leur côté. Voilà, donc je pense qu'ils sont vraiment bien débrouillés, ils l'ont bien... ils l'ont bien encadré. Mais il est évident que je rebondis par rapport à ce que je disais tout à l'heure, par rapport à l'excès de médiatisation. Ça peut être très négatif parce que ça fait une pression sur les magistrats. Et je l'ai vu dans de nombreux gros dossiers comme l'affaire Omar Haddad, etc. Dans ces gros dossiers que je défends, eh bien, je sens que cet excès de médiatisation peut influencer les magistrats, en ce sens qu'ils peuvent se sentir, donner l'exemple, de dire, on ne révise pas un dossier qui est définitif. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être aussi... Je ne prends pas le risque d'être critiqué. Voilà, ça peut peut-être que les magistrats se disent, mince,
si on l'acquitte, je ne dis pas qu'ils ont pensé, parce que je ne suis pas à leur place, mais peut-être que dans ce procès-là, Jubilard, peut-être qu'ils se sont dit, bon, il faut montrer l'exemple, parce que si on commence à donner 15 ans, on va nous critiquer. Peut-être que si, vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'il aurait pu avoir une décision beaucoup plus clémente, même si on dit c'est tout ou rien. Je ne suis pas forcément certaine que ce soit toujours le cas, et je l'ai vu dans mes dossiers. Donc on peut très bien effectivement dire, bon, allez, on va couper la poire en deux, parce qu'on n'est pas sûr, il n'y a pas de corps, il n'y a rien. Maintenant... Voilà, mais ça arrive souvent en pratique, je parle, ça fait 36 ans que j'exerce, et je vous assure qu'une décision comme celle-ci, c'est exceptionnel, hein, c'est quasi exceptionnel, il y en a déjà eu des procès comme ça, mais c'est quasi exceptionnel. Le comportement laconique de Cédric Jubilard, pour vous, et là c'est votre intuition, votre intime conviction à vous, en l'occurrence, Valentine, c'était parce qu'il est limité sur le plan du vocabulaire ou parce qu'il voulait narguer la cour ? Pas du tout, peut-être même en fait aucun des deux. En réalité, on a connu Cédric Jubilard dans le dossier beaucoup plus grossier, insolent, qui fanfaronnait, qui faisait des demi-aveux à qui voulait bien l'entendre, etc. Et devant la cour, il s'est présenté très calme, il a des réponses très courtes. En fait, en réalité, ses avocats l'ont très bien briefé aussi, parce que Cédric Jubilard, plus il parle, plus il dit de bêtises, plus il parle, moins il se souvient. Il y a les contradictions. Donc en fait, c'était tout à son avantage d'avoir peu la parole pour que justement sa parole soit cadrée et que ses prises de parole soient millimétrées et qu'il ne puisse pas dire trop de choses qui pourraient aller contre lui. Mais ce dont on s'est aussi rendu compte à l'occasion notamment de son interrogatoire sur le fond et de la façon dont il avait de parler. Oui, parfois, je peux m'emporter, je peux être un peu grande gueule, c'est des mots qu'il a prononcés. Alors, il le reconnaît, il voulait faire un peu amende honorable, comme ça, expliquer peut-être un peu son comportement au cours de l'enquête, mais on s'est surtout rendu compte qu'en fait, il se souvenait de rien, qu'il n'avait aucune explication crédible et que dès qu'on l'allait gratter un petit peu, finalement, il n'y avait pas grand-chose derrière. Donc, c'était plutôt des précautions, à mon sens, en fait, et que, en effet, sa défense l'avait bien préparé à cette audience. Clémentine Thiebaud, cette question de l'élocution, de la capacité de l'accusé à s'exprimer clairement, voire à affronter les magistrats, est-ce que c'est quelque chose qui a pu perturber votre jugement ou dont on vous a dit qu'il fallait en tenir compte lorsque vous étiez juré aux assises ? Non, ça, je pense qu'on ne nous dit pas forcément qu'on doit en tenir compte, mais en fait, c'est un constat aussi. C'est cette arène absolument incroyable qui est une salle d'assises avec des codes qui sont vraiment très, très précis, que certains des protagonistes et la plupart maîtrisent, que ce soit les avocats, et puis finalement, ceux qui ne sont pas formés pour ça, ce sont les accusés et les jurés. Alors les jurés, on leur demande d'exprimer le moins possible et d'afficher une neutralité. Mais un accusé, vous vous retrouvez au centre d'une attention avec votre vie qui est en plus fouillée, déployée. Enfin, c'est quand même déjà pas évident. Et puis la parole dans un tribunal, c'est ce que vous expliquez très bien, c'est une parole qui est particulière. Donc c'est des codes très particuliers. Que ça soit témoigner à la barre, c'est hyper impressionnant. Enfin, il y a plein de gens pour qui parler en public est quelque chose de difficile. Et parler en public de quelque chose aussi compliqué et douloureux qu'une affaire jugée aux assises, c'est quand même quelque chose de particulier, oui. Alors la justice est rendue au nom du peuple français, dans toute sa diversité. Lorsque vous vous êtes retrouvé avec les autres membres du jury, est-ce que vous avez retrouvé cette diversité ? Et si oui, est-ce qu'elle a conduit finalement à des moments d'incompréhension ? Parce que il suffit de regarder autour de soi pour voir aujourd'hui que les gens parfois se parlent mal, alors que parfois ils disent la même chose, ou parfois disent le contraire l'un de l'autre en pensant qu'ils pensent la même chose. Enfin, la question de la maîtrise du langage, c'est un vrai sujet aujourd'hui. Est-ce que vous avez senti que ça pouvait perturber les délibérations au sein même du jury ? Dans votre cas, en tout cas. J'ai pas l'impression. Je pense que c'est encore une fois, c'est une parole qui est assez encadrée. Encadrée au sens où il y a quand même un sujet, il y a des points très concrets à discuter, et puis il y a surtout à beaucoup écouter. Ça, je pense que c'est ce qu'on n'a pas dit peut-être, mais qui peut être très surprenant au départ quand on arrive aux assises, c'est la seule chose qui prévaut, c'est l'oralité des débats. On n'a accès à aucune pièce papier. Et au départ, alors, on voit physiquement le dossier qui trône
qui sont souvent, surtout sur des procès de cette ampleur, c'est très très impressionnant. C'est des piles et des piles. Mais on ne vous donne pas une copie du dossier pour regarder le soir à la maison. Dans ce dossier, il y avait 27 000 pages. Oui, alors c'est un nombre de cotes de pages qui sont absolument pantagruéliques. Et alors non, on n'a pas un dossier, on ne doit pas lire. Le rôle du président, c'est de dérouler une histoire finalement, et la rendre accessible à des gens qui ne la connaissent pas. Mais tout est à l'oral. Donc la parole, c'est encore plus fondamental, je pense. Et la question de la... Et puis ce que vous disiez, maître, il y a des accusés qui ont des bonnes têtes d'accusés quand même. Je propose que nous fassions une dernière, en tout cas avant la fin de cette session d'information, dernière incursion à Albi, retrouver notre envoyé spécial Noémie Schulz. Noémie, qu'observez-vous autour de vous? Que se passe-t-il maintenant? Bien écoutez, il y a beaucoup de monde ici. Il y a des curieux qui sont aux abords du palais de justice, qui guettent peut-être le fourgon qui va ramener Cédric Jubilard à la prison de Seyss à Toulouse, puisque Cédric Jubilard, ce soir, retourne en prison et il restera jusqu'à son procès en appel. Vous savez, il était arrivé au bout de sa détention provisoire. Le fait d'être condamné aujourd'hui à 30 ans de réclusion remet en quelque chose les pendules à zéro et il peut rester incarcéré jusqu'à son procès en appel. Il y a énormément de journalistes, vous le voyez sans doute sur les images derrière moi, qui guettent les avocats qui pourraient encore venir s'exprimer. On a entendu les avocats des enfants de Cédric et Delphine, les premiers à prendre la parole. Et on le comprend, c'est des avocats qui ont porté pendant tout le procès la voix de ces deux petits, Louis, 11 ans, Elia, 6 ans, à la fois les grands absents puisqu'ils n'ont pas assisté au débat. Et en même temps, il a été question d'eux tous les jours. Ces deux enfants à qui la justice a dit aujourd'hui « Maman n'est plus là, maman est morte et papa, et c'est à cause de papa si elle n'est plus là ». Donc encore beaucoup d'agitation bien sûr aux abords de ce palais de justice et cela pourrait durer encore quelques heures ici. Noémie Schulz en direct d'Albi. Ce procès, au fond, quand on dézoome un petit peu, on s'aperçoit qu'il n'a pas fait avancer d'un pouce l'affaire. On n'en sait pas plus à l'arrivée qu'au début. Est-ce que c'est si rare que ça dans le cas des assises et dans quelle mesure est-ce frustrant au fond? Parce qu'il y a eu des discussions pendant des semaines et à l'arrivée, j'allais dire quoi de neuf? Rien. Oui, ce qui est frustrant, une fois de plus, c'est qu'il n'y a pas le corps. C'est que se dire que malheureusement, les victimes ne pourront pas faire le deuil véritablement. Ils ont cette grande victoire de savoir qu'il a été condamné, mais ils ont toujours le deuil de ne pas savoir où elle se trouve. Donc c'est vrai que c'est un peu frustrant. Pas de corps, ce qui nourrit un doute. Mais forcément, il y aura infinitésimal. Complètement. Parce que dans cette affaire, au fond, tout le monde se dit qu'est-ce que j'aurais fait moi? Exactement. C'est la question. Et d'ailleurs, c'est très concernant comme. C'est très concernant. Et c'est pour ça qu'il y a autant de journalistes et que tout le monde s'intéresse à ce procès. Parce que tout le monde se disait, mais finalement, d'ailleurs, les titres de journaux le disaient, acquittement ou condamnation. Même les journalistes se posaient les questions en disant, qu'est-ce qu'ils vont décider? Parce que véritablement, qu'est-ce que vous auriez fait, vous, à leur place? Qu'est-ce que vous auriez dit en tant que juré? C'est toujours très compliqué. Moi-même, je me suis posé la question. Après, il y a eu quand même 4 semaines de débat qui ont permis aux jurés de revenir, d'entendre 65 témoins. Il y a quand même eu des avancées pendant ce procès. D'ailleurs, l'avancée majeure, la certitude aujourd'hui, c'est que Cédric Jubilard a tué son épouse Delphine la nuit du 15 au 16 décembre 2020, entre 22h55 mais il n'y a pas et 4h du matin. Voilà. Il n'y a pas de preuve irréfutable, mais il y a maintenant des preuves, on peut le dire. Il y a une thèse. Non, il n'y a pas une thèse. Il y a les lunettes brisées de Delphine qui ont été brisées par un coup violent, dont aujourd'hui on peut dire que c'est Cédric Jubilard qui les a cassées. Oui, il y a la voiture qui a changé. C'est au nom de la justice française, mais il y a appel. Non, mais je veux dire, c'est suspensif. D'ailleurs, Cédric Jubilard est de nouveau présumé innocent à partir du moment où l'appel sera déposé. C'est pas encore le cas. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a quand même avancé pendant ce procès et on a découvert des choses et on a entendu les proches de Delphine. On a entendu la mère de Cédric Jubilard qui nous a dit que quand son fils avait dit qu'il allait enterrer sa femme, la tuer et qu'on la retrouverait jamais, et bien qu'elle aurait voulu donner plus d'importance à cette phrase. Non, pas la déposition de sa mère qui nous dit j'aurais voulu donner pas le plus procès, de sens. Oui. Non, mais je veux dire, on peut pas dire que rien n'a avancé aujourd'hui. D'abord, on a une condamnation et c'est la réponse majeure qu'on attendait à la question qu'on se posait. Oui, bien sûr. Est-ce que Cédric Jubilard est coupable? La réponse est oui. C'est ce qu'a dit la justice. Merci de l'avoir précisé, Valentina Rama. Je rappelle le titre de votre livre, Delphine Jubilard, une disparition. Clémentine Thiebaud, merci 1000 fois également. Alors là, 2 livres. Tout d'abord, En votre intime conviction chez Robert Laffont. Et comme ça a bien marché, vous êtes rejeté chez Robert Laffont pour un autre livre intitulé Voyeur, enquête sur un phénomène de
société. Maître Novakovic, merci. Merci infiniment. Également, je rappelle que vous êtes avocate spécialiste en droit pénal. Vous allez retrouver Jean-Christophe Galeazzi dans une poignée de secondes, peut-être même après cette interview recueillie à la sortie de la cour d'assises du Tarn d'un des avocats. Alors, je ne sais plus lequel, hein, vous me direz dans l'oreillette, sinon vous le découvrirez à l'antenne. À demain. Oui, ça a été violent, surtout pour notre client. Voilà, nous respectons la décision du jury populaire. La cour d'assises populaire, nous ne l'avons jamais contestée dans son principe. Effectivement, nous sommes déçus, mais nous savions que quoi qu'il arrive, de toute façon, il y aurait un deuxième combat et nous allons nous remettre au travail pour préparer cet appel. Vous nous dites ce soir que vous faites appel ? Maître Franck, vous êtes prêt pour cet appel aussi? C'est important pour vous? Vous continuez à vous battre? Oui, comme le disait Alexandre, nous savions de toute façon qu'il y aurait un appel. Nous savions que cette affaire ne trouverait pas une issue définitive aujourd'hui. Donc nous allons continuer. Nous continuerons. Cet homme continuera à clamer son innocence et nous espérons que de futurs jurés y croiront. Comment il a réagi? 30 ans vient de s'abattre sur sa tête. Comment il a réagi? Il réagit comme un homme abattu. Vous imaginez bien, est-ce vraiment nécessaire de décrire comment il a réagi? Je crois que personne ne peut se mettre à sa place. On essaye tous, mais on n'y arrive pas. Et évidemment, il réagit comme quelqu'un qui est abattu, mais qui a cette lueur aussi de se dire que tout n'est pas définitif et que peut-être en appel, un autre jury populaire pensera autrement. Bonjour à tous, il est 16h, on est ensemble jusqu'à 18h au cœur de l'actualité de ce vendredi après-midi en édition spéciale. 30 ans de prison pour Cédric Jubilard, condamné pour le meurtre de sa femme Delphine. Le verdict est tombé il y a quelques minutes, direction la cour d'assises d'Albi dans le Tarn. C'est là que nous attend Noémie Schulz qui a suivi ce procès pour nous et cette dernière journée. Noémie, quelles sont les réactions à l'issue de ce verdict ? Écoutez, bien sûr, personne n'a réagi à l'énoncé du verdict. C'est interdit. On ne peut pas manifester de réaction particulière dans une salle d'audience. Mais dès que la cour s'est retirée, on a senti une vague d'émotions submerger les bancs de la partie civile. Tous les proches de Delphine Jubilard, de Delphine Ossaguel, qui étaient venus nombreux assister à la lecture de cette décision. L'oncle de Delphine s'est effondré. Il a fait un malaise. Plusieurs de ses amis, de ses cousines se sont effondrés également en pleurs. On a senti vraiment un mélange à la fois de soulagement et de trop plein d'émotions pour ses proches qui attendent depuis 5 ans des réponses à leurs questions. Qu'est-il arrivé à Delphine? Pourquoi a-t-elle disparu la nuit du 15 au 16 décembre? Et aujourd'hui, la justice est venue dire, elle n'a pas disparu. Delphine a été tuée par Cédric Jubilard, son mari. Il l'a tuée et donc il a été condamné à une peine de 30 ans de prison. Dans le box de l'accusé, Cédric Jubilard a écouté attentivement. Il hochait la tête quand la présidente lui indiquait qu'il était reconnu coupable, qu'il était condamné à cette peine. Donc la peine qui avait été requise par les avocats généraux, ça n'est pas la peine maximale qui était encourue. Il encourait la perpétuité, mais ça n'avait pas été demandé par l'accusation. Il a fait oui de la tête avant de se rasseoir. Puis il a quitté le box. Ses avocats l'ont rapidement rejoint, des avocats qu'on a sentis très déçus, très émus. Ils avaient plaidé hier brillamment pendant des heures en demandant aux jurés de faire preuve de courage pour sortir Cédric Jubilard de ce cauchemar. Des avocats de la défense convaincus de l'innocence de Cédric et qui vont donc continuer à le défendre puisqu'il va faire appel de cette condamnation et il y aura un nouveau procès dans un délai d'1 à 2 ans aux assises de Toulouse. Merci Noémie Schulz pour ces informations. On va continuer à évoquer cette actualité, cette condamnation de Cédric Jubilard à 30 ans de prison avec nos invités. Maître Florence Rouas, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocate pénaliste, merci d'être avec nous. François Daoust, bonjour. Bonjour. Ancien directeur de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale et bien sûr avec notre journaliste police-justice Valentine Arama. Valentine, vous avez suivi une très grande partie de ce procès
en collaboration avec Noémie Schulz qui est sur place aujourd'hui. Est-ce que vous vous attendiez à cette condamnation, à ce verdict? Est-ce que vous aviez perçu les choses qui arrivaient progressivement au cours de ce procès? Honnêtement, on n'était plus sûr de rien parce que chacun a joué son va-tout dans ce procès, que ce soit la défense, les avocats généraux qui avaient requis 30 ans de prison, la peine qui a été finalement donnée aujourd'hui. C'était très difficile de savoir parce qu'il y avait un réel enjeu, il y avait des réelles incertitudes. Donc jusqu'à la dernière minute, jusqu'à l'énoncé de ce verdict, on se posait la question, ça pouvait être tout ou rien. Finalement, c'est tout, je dis tout parce que 30 ans, c'est la peine qui a été requise, c'est une peine extrêmement lourde, mais il s'avère, et c'est ce que la Cour a décidé, que Cédric Jubilard était coupable d'avoir tué sa femme Delphine en décembre 2020. Il s'avère que les preuves qui ont été démontrées, débattues de manière contradictoire au cours de ce procès, ont convaincu les jurés. Ces preuves, elles étaient finalement nombreuses. On a souvent voulu dire qu'elles n'existaient pas, qu'il n'y avait pas alors certes, il n'y avait pas la preuve matérielle irréfutable, mais des preuves, il y en avait. Il y avait ce faisceau d'indices qui, mis bout à bout, laissait penser que Cédric Jubilard était le plus à même d'avoir commis les faits. C'est ce qui a été retenu aujourd'hui par la Cour d'assises du Tarn. Florence Rouas, c'est quand même l'intime conviction des magistrats professionnels et des jurés qui aujourd'hui fait cette condamnation parce que, et Valentine nous le disait, il n'y a effectivement là pas de corps et pas ce que la justice appelle des preuves irréfutables. Oui, et quand j'entends Valentine parler d'indices, moi je dis que les indices, ça permet de mettre en examen, mais est-ce que ça permet de condamner ? Ça reste une question. Je vous avoue que moi j'ai une grande pensée pour les avocats de la défense, mes confrères de la défense aujourd'hui. Parce que je sais que quand on va comme ça, on mouille sa chemise, comme on dit, de façon un peu triviale, et qu'on a un résultat alors qu'on a donné vraiment, et manifestement, ils ont plaidé pendant 3-4 heures, plus toutes ces années... Brillamment, nous disait Noémie Schulz. Brillamment, on dit tous les journalistes police-justice qui étaient présents, etc. Franchement, j'imagine aujourd'hui leur déception... Et aussi, ce sentiment de se battre. Parfois, on a ce sentiment, vous savez, il faut comprendre, de se battre, de donner le meilleur de nous-mêmes. Et en fait, on arrive à un résultat qui n'est pas à la hauteur de nos espérances. Et c'est très, très difficile. Très, très difficile. J'imagine que les jours qui viennent pour eux, ça va être beaucoup de questions. Ils vont se dire, est-ce que j'ai dit tout ce que je devais dire ? Est-ce que... Vous savez, on refait le match. On refait le match. Et parfois, moi, ça m'est arrivé... On se demande ce qu'on a raté. On se dit, qu'est-ce que j'aurais dû dire ? Est-ce que j'aurais dû dire ça comme ça, plutôt comme ça ? Moi, il m'est arrivé, je me souviens, pour une audience d'assises, où, j'avais pas pris le résultat que je voulais. Je me suis réveillée dans la nuit. Et en fait, j'ai été prendre des bouquins, vous savez, mais c'était... aujourd'hui, j'en souris, mais ça m'avait vraiment perturbée. J'avais été prendre des livres de confrères du type Dupond-Moretti, Hervé Temim. Je m'étais plongée dans leurs bouquins en me disant, mais en fait... on a tous vécu ça. C'est-à-dire ce sentiment de peut-être de pas avoir forcément dit tout ce qu'on voulait dire, de peut-être... Et en fait, non, on fait tout, on donne le meilleur de nous-mêmes. Mais simplement, on a une obligation de moyens, n'oublions pas une obligation de résultat. C'est-à-dire qu'on fait en sorte de... Mais voilà. Mais c'est aussi peut-être la particularité dans ce dossier. Et bien sûr, les avocats ont ferraillé pendant toute la durée de ce procès. Ils ont plaidé magistralement hier. Mais malgré tous les éléments qu'ils ont pu donner, c'est peut-être bien le problème. Ils ont peut-être tout dit, mais ça n'a pas suffi à convaincre les jurés d'un acquittement. Et d'ailleurs, les avocats généraux l'avaient rappelé dans leur réquisition. C'est pas parce que il y a une absence de cadavre, ou en tout cas qu'on dissimule un cadavre, que ça doit permettre d'échapper à toute responsabilité. Et aujourd'hui, c'est ce que la Cour a dit avec ce verdict lourd. C'est très bien, nous n'avons pas de corps, on ne peut pas répondre à cette question de comment Delphine Jubilard est décédée, où elle est, où elle se trouve aujourd'hui, mais ça ne donne pas un blanc-seing à Cédric Jubilard. La justice aujourd'hui, elle considère que Delphine Jubilard est décédée, même s'il n'y a pas de corps. Cédric Jubilard a été condamné pour meurtre sur conjoint. Donc, par essence, meurtre, Delphine Jubilard, il la considère... Enfin, ça fait longtemps qu'elle est considérée comme décédée, malheureusement. Mais ce que je veux dire aujourd'hui par là, c'est que la défense, ils ont tout dit, ils ont donné tous les arguments, ils ont essayé de semer le doute chaque jour, en reprenant chaque élément de l'enquête, en pilonnant le travail des gendarmes, qui ont pourtant fait un travail très, très, très important dans ce dossier. Et ça n'a pas suffi. Donc c'est peut-être aussi la preuve, c'est pas qu'ils ont oublié de dire quelque chose, c'est que tout ce qu'ils ont dit n'a pas suffi. Enfin, je prends le problème à l'envers, en fait. François Daoust,
avant ce procès, on n'avait donc pas de corps et pas de preuves irréfutables. Est-ce qu'on a vraiment appris des choses pendant ces 4 semaines de procès, et je poserai également la question à Valentine qui l'a suivi, qui permettent d'aller jusqu'à cette condamnation? Est-ce qu'il y a des choses qui se sont dites qui permettent d'avancer sur cette théorie? Alors, très certainement, sans ça, on n'aurait pas ce verdict aujourd'hui. Ça, c'est très clair. Ce qu'il faut dire, c'est que là, on a une vérité judiciaire qui vient de tomber, et c'est un jury populaire qui l'a donné. Il l'a donné après 4 semaines de procès, et ces 4 semaines ont été, surtout les 3 premières semaines, un résumé, une synthèse de 18 000 cotes procès-verbales. C'est-à-dire que les jurés n'ont pas accès au dossier. Et leur sont présentées l'enquête, si j'ai bonne mémoire, c'est entre 7 et 8 heures où le directeur d'enquête a été sur le grill. Et après, chaque témoin ou expert est passé. Et les avocats de la défense qui ont défendu leurs clients jusqu'au bout ont mis en exergue des points qui leur paraissaient incompatibles avec une vérité judiciaire, qui ne correspondaient pas à ce qu'ils attendaient. Ils ont été dans leur rôle. Mais comme vous le disiez tout à l'heure, ça n'a pas été suffisant pour convaincre les jurés de son innocence. Ou d'instiller le doute, même. De retirer le doute. Et finalement, ces indices, ce qu'on appelle des indices, des preuves corroboratives. C'est-à-dire, ce sont des petits indices qui, pris isolément, ils seraient seuls, ne suffiraient pas à condamner quelqu'un. En revanche, quand on les additionne tous, et on a un faisceau corroboratif qui, là, vient lourdement dirigé vers Cédric Jubilard en espèce. J'ai le sentiment qu'on parle de plus en plus de faisceaux dans ce monde judiciaire depuis quelques semaines. On en reparlera sans doute dans un instant. Mais Valentine, certaines déclarations de Cédric Jubilard ont semé le doute avant, pendant l'enquête, mais aussi pendant le procès. On pense à la question de la voiture. Il y a d'autres choses. Et puis il y a aussi, on y viendra peut-être, le comportement de l'accusé. Ça joue dans la décision des jurés et des magistrats professionnels. Bien sûr, cette peine, elle est lourde aussi, à mon sens, parce que Cédric Jubilard n'a fait aucun pas vers la cour pour essayer d'apporter un récit crédible et de cette nuit fatidique du 15 au 16 décembre 2020. Si il y avait eu peut-être de sa part quelque chose, il avait donné quelque chose à la cour, qu'il avait essayé de répondre aux questions, peut-être qu'il y aurait eu un peu plus de clémence dans le quantum de peine, dans cette peine. Là, c'était quoi, du mutisme ? Alors, il a d'abord peu eu la parole, mais ça, c'est plutôt du fait de la présidente de la cour d'assises qui a un peu corseté les débats. Mais aussi, on s'est rendu compte que Cédric Jubilard, dès qu'il avait la parole, et notamment pendant son interrogatoire sur les faits, il ne disait pas grand-chose. Il ne se souvient plus, c'est des réponses lapidaires. Oui, non, je me souviens pas, tout à fait. Il a dit pendant son interrogatoire plus d'une centaine de fois tout à fait à la présidente. C'était sa seule réponse. Donc, je veux dire, quand on est à ce niveau de gravité de fait, on attend de l'accusé qu'il essaye de nous proposer... c'est l'accusation qui doit porter la charge de la preuve, mais on attend au moins de lui qu'il essaye de s'expliquer sur les faits, ce qui n'a pas du tout été son cas. Alors en effet, il y a le comportement un peu insolent avant l'audience, ça n'a pas du tout été le cas pendant ce procès. C'est que Jubilard avait un ton très neutre, très monocorde. En revanche, et c'est intéressant de noter, son corps disait l'inverse de ce qui sortait de sa bouche, c'est-à-dire qu'il était constamment en train de tressauter, de se mettre en avant, en arrière, de taper du pied. Voilà, il avait une grande nervosité qui se traduisait dans son langage corporel. Et c'était intéressant de voir à quel point il disait une chose, mais son corps en disait une autre. François Daoust, vous réagissiez sur le comportement de Cédric Jubilard. Parce que les jurés sont sensibles à beaucoup de choses. Vous dites, ce ne sont pas des professionnels. Ils écoutent des débats parfois où ils peuvent être gênés par l'attitude d'avocats qui peuvent être très à charge, c'est-à-dire une charge d'avocat, c'est-à-dire couper la parole, déstabiliser quelqu'un. Parfois, ça fait l'effet inverse. Ce n'est pas, je démontre qu'il n'est pas capable de raconter ce qu'il a vu, ce qu'il a fait et les éléments de son enquête, mais c'est je pénalise quelqu'un qui finalement ne peut pas s'exprimer, que ce soit un expert, que ce soit... Donc parfois on a ça. Et les jurés aussi regardent et observent. Ils ont 4 semaines pour observer la personne qui est dans le box. Quelle est son attitude ? Comment elle se comporte avec ses avocats ? Est-ce qu'elle était attentive ? Est-ce qu'elle est discrète ? Est-ce qu'elle est nerveuse ? Alors, inconsciemment, on a tous, c'est Homo sapiens sapiens, qui fait que
nous décodons certains gestes non dits, c'est le langage corporel, et quand le langage corporel ne correspond pas à ce que dit la parole, on sent qu'il y a une discordance. Et cette discordance, elle peut influencer aussi les jurés. Maître Roy, ça peut faire pencher la balance quand il n'y a pas les preuves irréfutables. Ce comportement, les propos d'un accusé, ça peut faire pencher la balance. Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, et ce qui explique sans doute la déception des avocats de Cédric Jubillar, j'allais dire, la pièce aurait pu tomber d'un côté ou de l'autre. Oui, c'est vrai. Mais moi, vous savez, enfin, je ne sais pas si c'est une déformation professionnelle, mais j'arrive pas du tout à avoir des convictions, c'est le cas de le dire, et à me fier aux apparences, justement. Moi, je me méfie beaucoup des apparences, par expérience professionnelle déjà. Et puis, c'est vrai, quand je vous entends les uns les autres parler d'indices, de faisceaux, de comportements, etc., moi, je veux bien tout ça, mais vous savez... Ça ne va pas à l'avocate que vous êtes. Mais non, mais ça me parle pas, parce qu'en fait, je sais très bien qu'on peut... vous savez... on peut se tromper. On peut se tromper. Et en fait, à partir du moment, je ne suis pas une matheuse, hein, mais vous savez, j'ai souvenir que si on part d'un postulat X, on peut arriver, on peut arriver à Z. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est facile de dire, monsieur est coupable, donc il a le comportement, le ceci, le cela, le truc, le bidule, ok ? Monsieur est innocent, alors il a ceci, cela. Et en fait... Qu'est-ce que vous voulez dire ? Qu'on fait dire... Mais qu'on fait dire ce que l'on veut à ce que l'on veut. Voilà. Et que on l'observe dans de différentes choses en matière. Alors nous, en matière judiciaire, c'est exacerbé, parce que forcément... Mais c'est facile de dire, il était là, il opinait du chef, ou il était nerveux, mais en même temps, il disait que... on peut dire ça, mais attendez Valentine, on peut dire ça, mais on peut dire... Peut-être que parce qu'il était tétanisé, peut-être parce qu'il est extrêmement timide, peut-être parce qu'il n'arrive pas à exprimer des choses qu'il a en lui. Vous voyez ce que je veux dire ? Tout peut se dire dans un sens ou dans l'autre pour démontrer. Nous, on est... Mais parce que vous savez, nous, en tant qu'avocats... Dans ce procès, pendant ces 4 semaines d'audience, il y a eu tout un nombre de témoins qui ont mais vous savez, nous, en tant qu'avocats, on est dans l'art de la démonstration. Donc, notre art, c'est l'art de la démonstration. Alors, Maître Rouas, je vais vous proposer à tous d'écouter l'un des avocats de Cédric Jubillar qui dit finalement que son client a réagi comme un homme abattu. Écoutez. Je crois que personne ne peut se mettre à sa place. On essaye tous, mais on n'y arrive pas. Et évidemment, il réagit comme quelqu'un qui est abattu, mais qui a cette lueur aussi de se dire que tout n'est pas définitif et que peut-être en appel, un autre jury populaire pensera autrement. Valentine, vous qui avez suivi ce procès, il est abattu aujourd'hui, Cédric Jubillar ? Alors là, j'étais pas dans la salle, c'est à Noémie Schulz qu'il faudra le demander. On l'a finalement, en fait, ce que j'ai compris, il est resté très peu de temps dans la salle. Bien sûr que c'est horrible pour un homme. Enfin, je veux dire, il y a quand même sa vie qui se joue. 30 ans, il a 38 ans, cet accusé. Enfin, je veux dire, il y aura sûrement une peine de sûreté qui va être prononcée pour accompagner cette peine. Donc, ça veut dire que s'il est condamné... Bon, après, là, c'est suspensif parce qu'il annonce faire appel. Mais dans le cas où la condamnation devenait définitive, voilà, c'est une peine très lourde. Donc, bien sûr que sa vie bascule aujourd'hui et que c'est extrêmement dur d'entendre cela. Je reviens juste sur l'idée de pourquoi on en arrive aujourd'hui à cette condamnation. Bien sûr qu'il n'y a pas que le comportement de Cédric Jubillar dont on parlait à l'instant. En fait, il faut comprendre que on est à l'issue de 4 semaines de procès. C'est très long pour un seul accusé, c'est même très rare. 4 semaines, on a vu défiler 65 témoins à la barre, des proches, des moins proches, des experts. Il y a eu toute une myriade de techniciens qui sont venus nous parler de points qui vous paraîtraient peut-être être des détails, mais qui en fait sont très importants pour comprendre le mécanisme de pourquoi cette voiture se retrouve dans tel sens. Est-ce qu'il y a de la condensation sur la fenêtre ? Est-ce que des choses parfois très techniques. Très techniques, mais qui permettent d'avoir une totale compréhension du dossier. Et c'est pour ça que si on arrive à cette condamnation aujourd'hui, c'est pas juste parce qu'il y avait 3 pauvres indices qui se battaient en duel. Il y a eu... Alors, certes, il n'y a pas de la preuve matérielle irréfutable, mais encore une fois, ça ne doit pas donner un blanc-seing à tous les accusés, parce que sinon, ça voudrait dire que dès qu'un corps n'est pas retrouvé, on est acquitté, ça ne veut rien dire non plus. Et ce qui est important de comprendre, c'est qu'aujourd'hui, la Cour a dit à Cédric Jubillar... Vous, ça fait 5 ans que vous ne donnez pas la vérité, que vous avez menti, vous êtes coupable du meurtre de votre épouse. Et il y a un scénario qui a été écrit, notamment par les avocats généraux, qui n'est pas en effet le scénario de la défense. Ce sont 2 scénaristes qui se sont
qui ont été mis en contradictoire pendant le procès. Mais aujourd'hui, ce qu'a retenu la Cour, on ne sait pas dans quel détail, parce qu'on ne sait pas parmi les jurés combien ont voté pour la culpabilité, etc. On ne le saura d'ailleurs jamais. C'est couvert par un secret. Mais ce que je veux dire par là, ce qui est important, c'est il faut retenir cette condamnation. Elle se base sur des faits, sur un procès qui a duré 4 semaines. On ne va justement pas refaire ce procès aujourd'hui, mais c'est important de dire que tout ça n'arrive pas comme ça sur un choix de juré débeauté, quoi. On va à Albi, car on va retrouver Noémie Schulz, car Cédric Jubilard va sortir. Noémie. Oui, écoutez, comme vous le voyez sur ces images, vous voyez les motards de la police qui vont escorter le fourgon dans lequel Cédric Jubilard va rejoindre la prison de Seyss à Toulouse d'ici quelques instants. Vous voyez donc beaucoup de personnes, de public pour saisir cette image, celle de Cédric Jubilard quittant la cour d'assises du Tarn, où il a passé donc les 4 dernières semaines. Il a passé ses journées ici les 4 dernières semaines et il retourne donc en prison d'ici quelques minutes. Cédric Jubilard qui était encore à l'intérieur de ce tribunal parce qu'après l'énoncé du verdict, la Cour s'est retirée et puis est revenue quelques minutes plus tard pour l'audience civile. L'audience civile, eh bien, c'est l'audience au cours de laquelle les avocats des parties civiles réclament des indemnisations, des indemnités. Et cette audience civile vient de se terminer et c'est la raison pour laquelle d'ici quelques minutes, on devrait apercevoir le véhicule dans lequel Cédric Jubilard va rejoindre la prison de Seyss près de Toulouse, cette prison dont il espérait bien sûr pouvoir ressortir libre ce soir et dans laquelle il va rester incarcéré. Alors, rien ne dit qu'il va rester incarcéré à Seyss jusqu'à son procès en appel, comme il a été condamné par cette cour d'assises. Il rejoindra peut-être une centrale. On ne le sait pas. On sait en tout cas que depuis 4 ans et demi, Cédric Jubilard est placé à l'isolement. Ses avocats ont parlé de l'enfer dans lequel il est plongé depuis 4 ans et demi. Il n'a pas vu un carré d'herbe depuis 4 ans et demi. Il n'a pas vu ces rivières où il aimait pêcher depuis 4 ans et demi. Il a le droit à 2 promenades par jour. Cédric Jubilard, donc, qui est sur le point de retourner dans cette prison. Et vous voyez donc beaucoup d'agitation devant le palais de justice d'Albi avec des motos qui essayent de dégager le passage pour permettre au fourgon de Cédric Jubilard de quitter le tribunal. Pour le moment, on ne voit toujours pas le véhicule que nous devrions voir passer. Voilà, vous entendez les gyrophares, les signaux sonores des policiers qui essayent de faire un peu de place. Il y a beaucoup de monde ici devant le palais de justice, beaucoup de curieux qui sont venus pour assister à cet après-verdict. Tous ces gens n'étaient évidemment pas dans la salle d'audience puisqu'il n'y avait pas suffisamment de place, mais tous les jours, il y a eu beaucoup de curieux présents pour espérer assister au débat. Et donc vous voyez cette voiture noire qui attend, porte ouverte. On ne verra pas a priori le visage de Cédric Jubilard. Il devrait apparaître masqué comme avec une cagoule. En tout cas les jours précédents, tous les matins, tous les soirs, eh bien, on n'a jamais aperçu le visage de Cédric Jubilard quand il arrivait ou quittait ce palais de justice le matin. Cédric Jubilard qui arrivait un peu après 8h du matin. Il lui fallait 1 heure de route tous les jours, matin et soir, pour rallier le tribunal depuis la prison de Seyss. Et voilà donc cette sortie qui devrait être imminente maintenant. Les policiers qui tentent de libérer le passage, mais il y a beaucoup de monde, beaucoup de curieux, de gens qui prennent des photos. Et vous voyez donc ces images, cette voiture. Alors c'est une voiture banalisé. Ça n'est pas un fourgon de l'administration pénitentiaire. Il y a tout de même des motards de la police pour l'escorter, peut-être au moins au début, pour quitter le centre-ville d'Albi. Cédric Jubilard qui est peut-être encore en train d'échanger avec ses avocats, bien sûr, de parler de ce qui vient de se passer, de cette condamnation, des conséquences de cet appel qu'il a décidé d'interjeter et donc du fait que pour lui, le combat continue puisqu'il clame son innocence et il espère toujours être acquitté lors du procès en appel. Noémie Schulz, on reste avec vous et sur ces images en direct d'Albi. À la sortie donc
de cette cour d'assises du Tarn. Noémie, vous étiez dans la salle au moment du verdict. Comment la salle d'abord a réagi et comment Cédric Jubilard a réagi ensuite? Alors la salle, vous savez, ne peut pas manifester d'émotion. Alors là, j'entends les gyrophares s'activer. Je pense que c'est le signe que Cédric Jubilard est monté dans la voiture. Regardez cette voiture qui est en train de s'avancer, qui va passer devant les caméras de France Télévisions. Voilà, Cédric Jubilard est dans ce véhicule et il est en train de quitter le palais de justice d'Albir. Retour donc pour lui à la prison de Seyss. Et donc vous me demandiez comment la salle avait réagi. Eh bien cette salle d'audience est restée parfaitement silencieuse. Elle n'a pas le droit de réagir tant que la cour est présente. Cédric Jubilard, lui aussi, a écouté calmement. Il a fait oui de la tête quand la présidente lui a expliqué qu'il avait été reconnu coupable, qu'il était condamné à cette peine de 30 années de prison. Et puis, les jurés, les magistrats se sont retirés. Et là, eh bien, il y a une vague d'émotions vraiment qui a envahi cette salle d'audience, avec des parties civiles qui étaient très nombreuses, serrées les unes contre les autres, avec ces cordons rouges autour du cou pour signifier qu'elles ne souhaitaient pas répondre aux questions des journalistes. Eh bien, certaines d'entre elles se sont effondrées. Littéralement, un oncle de Delphine Ossagel a fait un malaise. Il a perdu connaissance. La protection civile a dû intervenir. Plusieurs amis de Delphine, des cousines aussi, se sont effondrés en larmes. Bien sûr, un mélange de soulagement et de trop plein d'émotions après ces 5 années, presque 5 ans, depuis la disparition de Delphine, et aujourd'hui la justice qui apporte cette réponse. Delphine n'a pas disparu, elle a été tuée par Cédric Jubilard. Une absente cet après-midi dans cette salle d'audience, une absente remarquée, c'est Nadine Fabre, la mère de Cédric Jubilard. Elle avait pourtant assisté à toutes les journées d'audience, elle était là tous les jours, cette mère d'accusé qui avait pris place du côté des parties civiles, au milieu des proches de Delphine Ossagel. Elle s'en était expliquée, elle était là en tant que grand-mère de Louis et Elia. Elle estime qu'elle devait représenter ses petits-enfants, et cette mère qui, en creux, a laissé entendre qu'elle pensait son fils coupable. Nadine Fabre qui n'a pas souhaité, peut-être était-ce trop pénible pour elle, trop douloureux sans doute, était-ce trop compliqué pour elle d'assister aujourd'hui à ce verdict et d'entendre cette cour d'assises condamner son fils à cette peine de 30 années de prison. Merci Noémie Schulz pour toutes ces informations, nous avoir fait vivre en direct ce départ de Cédric Jubilard vers son lieu de détention, départ donc de la cour d'assises du Tarn à Albi, où vous avez suivi pour nous cette dernière journée de procès. Valentine Arama, ce que dit Noémie Schulz, c'est important parce qu'il y a eu ces 4 semaines où la justice a essayé d'y voir plus clair et on a vu que c'était pas simple, mais il y a les familles. Il y a tous ceux qui, aujourd'hui, arrivent au bout d'un processus, même si Cédric Jubilard est dans son droit de faire appel. Il y aura donc un autre procès, sûrement une autre forme de chemin de croix pour les familles. Mais on comprend, j'allais dire, passez-moi l'expression, le craquage à la fin de 4 semaines comme ça. Oui, et puis ces moments de verdict, c'est toujours des moments d'extrême tension. C'est des moments où il y a beaucoup d'anxiété qui a été accumulée, beaucoup de fatigue aussi, parce que ces débats, c'est long, c'est éprouvant, émotionnellement, c'est forcément très dur. Alors, on comprend bien sûr les craquages, cet oncle, cette cousine aussi, visiblement de Delphine Jubilard, qui s'est effondrée. Et puis, cette famille, ils ont une partie de la réponse aujourd'hui avec cette vérité judiciaire qui se dessine, qui s'est dessinée avec cette déclaration de culpabilité et cette peine de Cédric Jubilard. Bien sûr, vous le rappeliez, il fera appel, ce sera donc suspensif. Mais en tout cas, il y a cette première réponse qui a été apportée en première instance. Mais je dis une partie de la réponse parce qu'il leur manque toujours le corps de leurs proches. Et la vérité, en quelque sorte. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? En tout cas, voilà, le pourquoi, le comment, Delphine Jubilard a trouvé la mort. Et ça, d'ailleurs, c'est un avocat de la partie civile qui l'a demandé tout à l'heure, qui a dit, qui a martelé, qui a appelé en fait Cédric Jubilard à dire « Rendez-nous la dépouille de Delphine ». Parce que derrière, il ne faut pas oublier qu'il y a 2 enfants, 2 très jeunes enfants qui avaient 6 ans au moment des faits et 18 mois. Aujourd'hui, ils sont rentrés tous les 2
en CP et en 6e au collège. Et ces 2 petits, eh bien, ils ont perdu leur mère aussi, en quelque sorte leur père, aujourd'hui, parce qu'ils ne le reverront pas. D'ailleurs, il y a une décision sur l'autorité parentale qui doit être rendue. Il y a eu l'audience civile qui s'est tenue après donc, le rendu du verdict. Cette audience civile, elle portait notamment sur l'autorité parentale de Cédric Jubilard. Ça a été requis par les avocats généraux qui ont demandé à ce qu'il soit destitué de son autorité parentale. C'est d'une violence inouïe. Faut se rendre compte quand même de ce père qui peut être destitué de l'autorité sur ses 2 enfants. En tout cas, cette réponse-là, elle sera apportée le 1er décembre 2025, puisque le jugement a été mis en délibéré. Mais ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que voilà, pour ces familles, il y a encore une incertitude réelle. Et cette problématique, ils n'ont pas de lieu sur lequel se recueillir. C'est extrêmement douloureux et on peut imaginer qu'ils attendent encore des réponses. En quelques secondes avant le flash, et puis on continuera à évoquer cette actualité dans cette édition spéciale dans un instant, Maître Rouas. Mais effectivement, pour les familles, c'est très compliqué. Et l'absence de corps, c'est l'impossibilité du deuil. Vous qui avez accompagné des parties civiles et des accusés. Bah oui, c'est terrible, notamment pour ces enfants. Bon, moi, j'ai entendu notamment le petit garçon, cette fameuse lettre-là, qui a été d'ailleurs controversée dans le cadre de la plaidoirie de ma consoeur avocate de Monsieur Jubilard, parce que c'est vrai que c'est un peu curieux, Emmanuel Franck, c'est un peu curieux, ça c'est un point de vue, que cette lettre qui a été écrite, qui manifestement en plus a été écrite, je crois, dans un langage d'adulte. C'est tout un débat. Vous savez, moi qui m'occupe beaucoup des enfants dans le cadre à la fois de la défense des mineurs et de la protection de l'enfance, et même des auditions d'enfants dans le cas des divorces, etc. C'est vrai que ça pose toujours question, un enfant qui écrit à un juge avec un langage d'adulte, parce qu'on se dit, quid de l'instrumentalisation qu'il peut y avoir. Bon, tout ça, c'est des questions de toute façon qui seront à nouveau examinées devant la cour d'appel. Et rappelons une chose importante, c'est que si M. Jubilard fait appel, il a 10 jours pour faire appel, il est donc à nouveau présumé innocent. Voilà, c'est important, on repart à zéro.